va reprendre. Oui. Et donc, on va faire dans l'ordre, c'est-à-dire l'avocate et la magistrate. Pour la partie justice, il y a eu déjà pas mal d'interventions et de questions, et j'imagine qu'elles vont amener des éléments de réponse, ou en tout cas essayer. Voilà. Donc pareil, elles interviendront chacune à la suite, et après on aura le temps d'échange avec vous. Je sais pas si ça marche. Voilà, ça marche là? Je m'entends pas. C'est bon, vous m'entendez? D'accord. Voilà, bonjour. Merci à toutes, à tous de nous accueillir. Donc, je m'appelle Isabelle Steyer, je suis avocate au barreau de Paris depuis 26 ans et spécialiste en droit des femmes et des enfants. Et la première question que je me posais, c'est y a-t-il un avocat dans la salle? Et voilà. Y a-t-il un magistrat dans la salle? Oui. Voilà. Donc voilà, c'est ça. Il y a déjà une première réponse, et j'avais envie de vous dire, et de commencer par des pavés dans la mare, et vous dire que dans une étude qui est parue au mois de juillet 2019, 30% des jeunes avocats du barreau de Paris sont en burn-out, que la disparité de revenus est de 50% officielle entre les hommes et les femmes au barreau de Paris, mais c'est pareil dans la France entière, que 30% gagnent moins que le SMIC, et un Twitter qui s'appelle Pétarobe, en comparaison par assimilation à Pétaschneck, est venu donner tous les propos sexistes que les avocates subissaient sur leur lieu de travail et dans les salles d'audience de la part des confrères. Donc c'est un milieu qui peut déjà balayer devant sa porte, puisqu'on est au-delà des statistiques dites de discrimination, de revenus et de violence. Donc un milieu qui ne favorise pas, évidemment, la prise de position des femmes, sachant qu'on a eu à présent 3 femmes bâtonniers au barreau de Paris. J'étais à une conférence le 17 mars 2019 d'une association colloque Femmes, Droit et Justice, où vous savez quelle était et à quelle époque est arrivée la première femme magistrate, en 1945, nommée par le général de Gaulle, et était rapportée par monsieur le procureur François Molins des propos tenus en 1955 d'un avocat général qui disait « Sauf exception, les femmes d'une part sont inaptes et ne peuvent exercer des fonctions d'autorité et d'autre part nuisent au prestige judiciaire. » Voilà. Et donc, on nous a dit que c'était le substitut général de la Cour d'appel de Paris en 1955. Donc, c'est pas vieux. Et vous voyez devant qui et avec qui je plaide. Voilà, ça constitue le contexte. Alors, troisième point, on me demande souvent, mais pourquoi as-tu choisi cette spécialité? Ah oui, je ne veux pas, mais pourquoi à mon confrère qui fait du droit des affaires, vous ne lui posez pas la question du droit des affaires? Pourquoi? Pour moi, la question se pose. C'est bizarre, vous n'avez pas été violée ou maltraitée, ou pourquoi pas? Eh bien, je rejoins ce qu'a dit madame. Ma grand-mère avait un très grand magasin de dessous féminin, et petite, dans les rayons du magasin, j'entendais et je voyais les femmes se déshabiller pour essayer des dessous féminins. Et à la faveur de ces déshabillages, elle parlait. Et elle parlait des violences qu'elle subissait. Donc, je suis toujours finalement dans ma cabine et j'entends toujours
les discours de femmes victimes de viols et de violences. Et j'essaie de transformer l'essai depuis que je l'ai entendu. Alors, qu'est-ce que je peux apporter par rapport à ce qui vous a été dit ce matin? Eh bien, la première des choses, c'est que déjà, on va s'entendre sur malentendu, c'est que la notion de victime en tant que telle, eh bien, victime de violence conjugale, la notion de victime, elle n'existe pas en droit français. Et non, c'est qu'on a la notion de victime qui est apparue dans la loi de 80, la loi Badinter, sur les accidents de la circulation. Puis on a eu les attentats de la rue de Rennes qui nous ont amené à la création de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales pour indemniser dans un premier temps les victimes d'attentats. Puis ça a été étendu aux victimes de crimes et certains délits. Et puis, eh bien, on a eu finalement la loi du 9 juillet 2010 faisant état de violences spécifiquement commises à l'égard des femmes et dont les femmes sont victimes. Donc, on a pour la première fois en 2010 nommé le fait dans une loi que les femmes étaient spécifiquement victimes de violences qui leur étaient faites. Et c'était effectivement dans l'esprit du droit assez révolutionnaire. Hein. D'ailleurs, on m'interviewait en me disant « mais attendez, c'est discriminatoire, puisque c'est une loi qui vise spécifiquement les victimes faites aux femmes, les violences faites aux femmes. » Il y a un peu. Donc, on découvre cette notion, finalement, et lorsque je reçois une femme, je vais lui dire « mais madame », elle me dit « je suis victime de violence conjugale », je vais lui dire « madame, vous allez être entendue d'abord devant un commissariat en tant que témoin des faits que vous avez subis sur et dans votre corps. Et deuxièmement, eh bien, la notion de violence conjugale, elle n'existe pas en droit interne français dans le code civil ou dans le code pénal. Elle existe dans les conventions, dans la Convention d'Istanbul, dans la Convention CEDAW, qui sont effectivement d'application directe en droit français, évidemment. Mais il faut aller piocher dans un instrument international pour pouvoir nommer la violence conjugale. Et donc, j'ai presque envie de vous dire, ce qui me manque, c'est finalement ce phénomène que l'on décrit depuis ce matin, qui n'est pas celui de la violence ayant causé une incapacité de travail supérieure ou inférieure à 8 jours, commise par le conjoint, le mari, le concubin, le pacsé, l'ex-conjoint, l'ex-mari, l'ex-concubin, l'ex-pacsé. Et finalement, cette circonstance aggravante de conjoint, de concubin, de pacsé, d'ex-conjoint, d'ex-concubin, d'ex-pacsé est rajoutée à de multiples délits qui interviennent dans le huis clos familial, mais on n'a pas créé un délit qui amène à décrire la violence conjugale, c'est-à-dire le phénomène, comme on dit, d'approche, de séduction, de déstabilisation, d'emprise, de manipulation, de lune de miel et finalement de dominant-dominé et d'incapacité à se défaire de cette toile d'araignée dans laquelle je suis tombée et je ne me suis pas rendu compte que j'étais tombée dans une toile d'araignée. Donc je vais mettre énormément de temps à faire finalement mon outing en matière de violence conjugale, parce que moi-même, il faut que je le réalise. Parce que non seulement il faut que je le réalise, mais il faut en plus que j'y mette des mots. Et lorsque l'on est face à un interlocuteur, que ce soit le policier, l'avocat, il faut que j'arrive à exprimer. Et exprimer comment ? Tel que mon interlocuteur s'imagine être une victime. Et il s'imagine être une victime en fonction de sa propre formation, de son propre intérêt, des colloques auxquels il a assisté, de son information sur la question, parce qu'on a chacun une image, si on n'est pas formé, de ce qu'est, entre guillemets, une bonne victime. C'est ce que disait un auteur en disant « Chaque femme est censée correspondre à la même grille de principes, sinon c'est un monstre. » Eh bien, c'est exactement ce qui se passe en matière judiciaire. C'est-à-dire que je vais devoir accompagner cette femme dans son témoignage,
dans un témoignage qui va devoir reprendre son histoire de violence, puisque le dernier coup, c'est le coup de trop qui a fait qu'elle va se présenter dans un commissariat. Mais il va falloir dérouler toute cette histoire. Il va falloir l'exprimer avec ses propres mots, avec son propre ressenti, et il va falloir tenter de le faire dans l'ordre. Tout cela quand on a une victime qui est confrontée à un stress post-traumatique qui fait que, par définition, elle va être dans l'incapacité de dire, comme un témoin, c'est-à-dire début, milieu, fin, je suis posée, je ne pleure pas trop, j'arrive à m'exprimer, j'arrive à l'expliquer, exactement comme je dois être pour rendre mon interlocuteur, pas forcément formé, efficace. Et ça, c'est un exercice un peu impossible. Parce que lorsque l'on a quelqu'un qui vient vous voir, qui a un cocard, qui est dans l'urgence, qui veut partir sur le champ, et nous avons tout à l'heure entendu que l'urgence empêche de penser une situation dans sa globalité, fait que on a une femme qui est dans l'incapacité ou dans une grande difficulté à non seulement avoir un témoignage construit, mais aussi à se dire, comme le disent les Espagnols dans leur loi, quel est votre projet de vie? Parce que lorsque j'ai d'un côté une plainte et d'un autre côté un juge aux affaires familiales, puisqu'il va falloir organiser la séparation. Eh bien, comme le font les Espagnols, je vais leur dire, là, vous venez me voir parce qu'il y a une urgence, mais au-delà de l'urgence, quel est votre projet de vie? Et il va falloir construire un deuxième dossier. Alors après le témoignage devant le policier, je vais avoir le dossier devant le juge aux affaires familiales. Et elle va devoir apprendre, c'est génial, au milieu de son traumatisme, au milieu de sa vie qui est chamboulée, au milieu du fait qu'elle apprend à sa mère, à son père, que finalement ils ne se sont pas rendus compte qu'elle était victime de violence, à sa belle-mère, à son beau-père, à son frère, à sa sœur. Mais il va falloir qu'elle apprenne un peu du code pénal, un peu du code de procédure pénale et du code civil aussi, finalement. Et je vais devoir finalement lui faire un cours et lui dire, là, en droit pénal, ça se passe de telle façon, et en droit civil, ça se passe d'une autre façon. Il va falloir essayer de vous projeter pour construire votre projet de vie. Qu'est-ce que vous voulez pour votre maison, pour vos enfants, qu'est-ce que vous voulez comme pension alimentaire? Et souvent, ils me disent, mais je ne sais pas combien gagne mon mari, je ne sais pas où il a mis les déclarations d'impôts, les précédentes mains courantes ou les plaintes, il les a cachées ou déchirées. Et puis, je veux partir ou je veux qu'on l'expulse. Je ne sais pas trop, donc on va devoir réfléchir ensemble à cette question. Et mon premier problème, elle veut déposer plainte, elle est dans cet élan et ce désir-là. Très bien, elle va déposer plainte. Alors, première chose, elle va me dire, mais vous allez m'accompagner pour la plainte. Je dis, non. Vous n'avez pas droit à un avocat lorsque vous allez déposer plainte. Pourtant, votre mari gardé à vue va avoir droit à un avocat dès la première heure de garde à vue et va même avoir droit, lui, à se taire. Alors que vous, dans tout cet amoncellement de difficultés, vous allez devoir tenter de reconstituer votre histoire et en plus de savoir ce que vous voulez pour votre vie future. Et c'est là où finalement, traiter de façon, discriminante, différente, et en tous les cas sans défense, une femme victime de violence, vient une nouvelle fois créer un fossé entre la victime et la défense. Et donc, plus elle va avancer, plus elle va réaliser qu'elle n'a pas les mêmes droits alors qu'elle se dit et qu'elle est vraisemblablement victime, et qu'elle, donc, à partir du moment où elle va déposer plainte, elle va me dire, mais quand est-ce que les policiers iront chercher mon mari? Je ne sais pas. Je n'ai aucun calendrier. Et ça, c'est extrêmement difficile à organiser,
puisque à partir du moment où elle dépose plainte, elle va être encore plus en danger. On sait que c'est à ce moment-là qu'ont lieu les féminicides, j'y reviendrai, et je n'ai aucun calendrier. Et je suis d'autant plus embêtée que n'ayant aucun calendrier, je vais devoir saisir le juge d'affaires familiales, par exemple, d'une ordonnance de protection. Je veux dire, puisque finalement, l'état que vous sollicitez ne vous donne pas une réponse immédiate, en temps réel, eh bien, on va la demander à un autre magistrat. Oui, bon, déjà, il faut faire les demandes et avoir tous les documents dont je vous ai parlé. Mais là aussi, il me dit, mais il va me répondre tout de suite, le magistrat. Je dis, ben non. Le délai moyen pour avoir une date d'audience est de 21 jours. Alors, on va à Bobigny, c'est 8 jours. Je vais à Beauvais, c'est 3 mois. Hein. Donc, c'est une moyenne, 3 semaines. Donc, qu'est-ce que je fais pendant ce temps-là? Qu'est-ce que je fais? Je suis obligée de tricoter avec, dans le maillage associatif, familial, une solution de protection ad hoc pour à la fois la protéger et protéger les enfants, mais à la fois, j'anticipe, la protéger d'un système de défense de l'agresseur qui va dire qu'elle est partie avec les enfants sous le bras, qu'elle a porté atteinte à l'autorité parentale conjointe, qu'elle n'a pas présenté les enfants jusqu'à la date de comparution devant le juge aux affaires familiales, qu'elle a privé le père des enfants pendant 3 semaines, 1 mois ou 2 mois, et que par conséquent, c'est une mère qui ne respecte pas les droits du père. Et qu'en plus, elle est partie sans laisser d'adresse, parce que à partir du moment où elle est en danger et en danger de mort, elle va partir sans laisser d'adresse. Et je suis confrontée à ce problème, qui est que si je fais une ordonnance de protection, je vais pouvoir demander au juge, pendant le délai qui maintenant est de 6 mois, qui initialement était de 4 mois, de cacher l'adresse. Mais pendant le temps de l'ordonnance de protection, si je l'ai. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que cette femme, elle a eu le courage de venir déposer plainte. Mais si la plainte est classée sans suite, les choses vont se retourner contre elle. Et effectivement, elle va être discréditée par sa famille, par l'institution judiciaire et par ses enfants. Et le père va venir dire, regardez ce que maman me fait, elle dit que je suis méchant et elle me sépare de vous et il va pleurer. Et si la plainte est classée sans suite ou si je n'ai pas l'ordonnance de protection, si mon ordonnance de protection m'est refusée, il faut savoir que je vais me traîner le refus d'ordonnance de protection comme un boulet et on va continuellement la traiter d'avoir fait une allégation mensongère et malveillante. D'où la grande timidité des avocats aussi à faire des demandes d'ordonnance de protection parce que, alors, c'est extraordinaire parce qu'on rajoute à la loi des critères. Déjà, ce n'est pas simple, mais la jurisprudence rajoute à la loi des critères. C'est-à-dire que lorsque la femme a quitté le domicile familial, on refuse les ordonnances de protection. Il faut savoir que c'est une jurisprudence constante, sauf s'il y a des faits nouveaux de violence grave et une plainte et un certificat médical. Lorsque les femmes ont quitté le domicile conjugal, on estime que les femmes ne sont plus en danger. Donc, on la refuse. Il faut savoir... Ah oui, alors qu'elles sont autant en danger, puisqu'on apprend cette décision de départ et qu'elles se protègent. Donc, on rajoute à la loi et c'est une interprétation vraiment à contrario de la loi. Et ensuite, si elles vont demander une ordonnance de protection au-delà d'un délai de 8 jours après la plainte, eh bien, on estime que c'est trop tard. Donc, il faut qu'elles fassent extrêmement vite pour pouvoir avoir un rendez-vous avec un avocat, constituer un dossier, faire l'assignation, aller se présenter devant le magistrat. Bon, à Paris, on a une permanence tous les matins. À Versailles, c'est 2 fois par jour, pas 2 fois par semaine. Dans d'autres tribunaux, on envoie le dossier et on a la réponse 8 jours plus tard. Mais qu'est-ce qu'on fait pendant ce délai d'attente? Donc, on est dans cette situation où, effectivement, l'institution va mettre, et je n'ai pas d'autre moyen que de faire quelque chose avec elle, on met en danger cette femme. J'avais effectivement proposé ça existait avant, ça a été
refusé au nom du principe du contradictoire. On allait devant le juge d'affaires familiales quand des femmes étaient mariées et on pouvait avoir sur le champ une ordonnance qui permettait, je parle de ça il y a 15 ans, qui permettait d'avoir l'attribution du domicile conjugal et la garde des enfants ou avoir l'autorisation de quitter le domicile conjugal en attendant une date d'audience qui était très rapide, hein, qui était dans les 15 jours, 3 semaines, donc c'était vraiment quelque chose de pré-provisoire. Eh bien, on ne peut plus actuellement, parce que, évidemment, cette décision était rendue de façon non contradictoire. Or, tous les principes normaux, d'ailleurs, en droit civil, le principe du contradictoire, qui est un principe démocratique, c'est-à-dire communiquer mes pièces à la partie adverse, mais qui est l'agresseur, violent, violeur, et voire même qui a tenté d'étrangler ma cliente. Hein. Eh bien, qu'est-ce que ça va faire? Ça va encore plus se mettre en danger et en difficulté. Et lorsque je sais que, à partir du moment où je dépose plainte, qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai un principe en droit français qui s'appelle le principe de la présomption d'innocence. Eh bien, à partir du moment où je dépose plainte, finalement, je rends présumé innocent l'agresseur. Je lui fais ce cadeau. Donc, parfois, lorsque j'ai un dossier qui est un peu entre les deux, où je me dis, oh là là, je sens qu'il va y avoir un classement sans suite, eh bien, je veux dire, je ne propose pas à ma cliente d'aller déposer plainte. Je garde un certificat médical de médecin, éventuellement des attestations de personnes qui ont vu, entendu, à qui elle s'est confiée, voilà. Et il est donc vraisemblable qu'elle ait subi des violences, mais je n'ai plus ce principe de présomption d'innocence qui fait que si j'ai 1% de doute, eh bien, je vais avoir un classement sans suite. Là, je redeviens et je reviens dans le droit civil qui fait que, ben, finalement, c'est une présomption de vraisemblable qui fait que je vais pouvoir peut-être avoir mon ordonnance de protection. Donc, qu'est-ce qu'il va se passer? C'est que lorsque j'ai une femme qui vient de me voir, je vais lui dire, mais il faut être extrêmement stratège, madame. Alors, vous imaginez, elle subit tout ça, mais en plus, je vais lui dire, il faut être stratège. Parce que non seulement il faut que je vous protège, mais il faut que je déjoue le système de défense de votre conjoint. Il faut que je démine tout ça, parce que à ce jour, c'est vrai que les pères ont quand même le vent avec eux, que la garde alternée est un principe, et qu'on entend régulièrement, mais que ce n'est pas parce que c'est un mauvais mari que ce sera un mauvais père. Et on l'entend constamment. Et on a des gardes alternés avec des hommes auteurs de violences conjugales, voire même des gardes confiés aux pères violents. Quand les femmes sont allées, par exemple, à Paris, elle a de la famille à Nice, à Montpellier, à Toulouse, elle va se réfugier dans sa famille. Il se trouve que c'est à l'autre bout de la France, mais elle va se réfugier dans un premier temps chez sa mère, chez sa sœur. Eh bien, on va lui dire, madame, vous avez éloigné votre enfant du domicile familial, donc par conséquent, vous avez atteint l'autorité parentale et on va transférer la garde de l'enfant à l'homme violent. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait un principe de protection qui soit effectivement aussi fort en tous les cas, un peu comme le principe de la présomption d'innocence, je ne sais pas quand est-ce qu'on y arrivera, avec des critères de dangerosité qui puissent être un petit peu validés, que ce soit dans les commissariats, que ce soit devant le juge aux affaires familiales, que ce soit auprès du parquet. Parce que, si vous voulez, quand j'ai une femme qui vient me voir, je sens qu'elle est en danger de mort, et qu'après, j'ai un juge d'instruction qui m'appelle en me disant « elle a été brûlée vive et je veux vous entendre sur commission rogatoire », ça vous fait quand même un drôle d'effet. Et c'est malheureusement récurrent. Donc, ces critères de dangerosité, il faudrait vraiment les établir. Les associations les connaissent, les spécialistes les connaissent, de façon à ce qu'on puisse tout de suite voir qu'on est dans une situation de grave danger. Alors la question est souvent celle de l'attribution du domicile à la femme victime de violence ou le départ du domicile conjugal de la femme victime de violence.
Alors je sais que ce serait logique que cette femme reste au domicile familial. Moi, je suis très embêtée parce que il connaît tout d'elle dans ces cas-là. Et ce qu'il faudrait dans les cas de grande violence, c'est effectivement un départ dans une autre région avec même des fois, je trouve, des changements d'identité, des autorités parentales exclusives données à la mère, parce que après la séparation, l'autorité parentale conjointe, eh bien, c'est un très bon moyen pour asservir encore les victimes. Parce qu'on a toute la journée d'exo. Alors, où es-tu? J'ai le droit de savoir, puisque je suis le père de l'enfant. Avec qui es-tu? Quelle est cette amie qui s'appelle Natacha, drôle de prénom, et qui a un enfant qui s'appelle Dimitri? Et où es-tu à 18h30 dans une pizzeria? C'est inadmissible. Donc, on a ce droit de regard qui devient constant, qui devient du flicage, et qui permet, du coup, d'avoir, faire une filature sur ces femmes. Donc, on a une protection qui n'est pas suffisamment rapide, et moi, ce que j'aurais aimé, c'est quelque chose qui ne soit évidemment pas contradictoire, même pour un délai très court, qu'il y ait une définition de la violence conjugale pour que je n'ai pas à expliquer ce qu'est la violence conjugale, avec toutes les phases. Ça pourrait nous permettre quand même d'avancer. Et puis, un lien entre le droit pénal et le droit civil. Et que lorsque une femme va déposer plainte, le procureur pourrait saisir le juge d'affaires familiales dans le cadre d'une ordonnance de protection. Oh, ça a été fait en France, ça se compte sur les doigts d'une main, depuis l'entrée en vigueur de la loi. Or, on pourrait éviter le délai d'attente qui est très long, une première partie qui éviterait des frais d'avocat si elle règle un avocat, sachant que le salaire moyen des femmes est de 1 800 € en France, donc c'est très compliqué lorsque de l'autre côté on a des moyens de défense extrêmement dotés de tout ce qu'il faut. Et je sais où j'en étais. Bon, et donc il nous faudrait une réponse beaucoup plus ferme. L'autre difficulté, au-delà de la transmission du pénal au civil et de la synchronisation des deux, est le fait justement de savoir, à partir du moment où j'ai déposé plainte, est-ce que je vais devant le JAF parce que je vais devoir lui communiquer ma plainte à mon agresseur. Donc, convoqué, il va avoir tous les arguments pour nier et se défendre. Donc, je vais le mettre en situation d'être encore plus fort que moi. Donc, je vais être encore en situation de difficulté. Autre problème, je devrais pouvoir bénéficier du certificat médical lorsque je vais aux UMJ. Et souvent, la victime ne l'a pas puisqu'on lui dit que c'est une partie du dossier pénal, alors même que pour faire une mesure urgente, on a besoin de ce document-là. Et on sait que c'est à ce moment-là qu'ont lieu les féminicides. Donc, le début de la procédure et le déclenchement de la procédure est quelque chose d'extrêmement important. 2 mots, je ne sais pas combien de temps il me reste, sur le viol conjugal. C'est une situation, on en a beaucoup, dans laquelle on s'imagine extrêmement mal un homme tel qu'on le voit devant soi, auteur de viol, parce que le viol, c'est toujours dans l'inconscient quelqu'un qui a battu, frappé dans un parking, et ce n'est pas un mari qui a l'air d'être tout gentil et qui pleure, qui est auteur de violences conjugales et de viols conjugaux. Donc on a extrêmement peu de viols conjugaux, dits conjugaux, qui interviennent, qui sont jugés par des cours d'assises, et d'ailleurs parfois les femmes s'y opposent. Alors, on a eu un projet de loi qui a instauré un tribunal criminel pour les peines allant jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle, tribunal composé de 5 magistrats professionnels. Ce qui avait amené un mouvement à dire finalement on correctionnalise les viols alors que nos sœurs aînées se sont énormément battues pour arriver à criminaliser le viol. Que faut-il en penser ?
c'est mis en place depuis septembre 2019. Mais effectivement, toutes les violences, notamment les coups ayant entraîné la mort sans intention de la donner par conjoint, peine encourue 20 ans, vont passer devant le tribunal criminel. Alors, est-ce que ça va banaliser? Est-ce que ça ne sera pas banalisé? Je ne sais pas. La question est ouverte. Et ce que je peux vous dire en conclusion, c'est qu'il faut, impérativement que les victimes soient assistées, et assistées dès le début, de nous toutes, évidemment, et au niveau judiciaire d'un avocat. Et d'un avocat spécialisé en droit pénal, parce qu'en face, on a de quoi faire. Donc, elle ne pense pas en termes de stratégie, et elle pense souvent que le parquet est là pour les protéger. Or, le parquet parle de façon plus générale, au nom de la société, va solliciter une peine, mais ne sera pas là à ses côtés pour l'épauler, pour aller chercher, alors que théoriquement, c'est le parquet qui est là pour aller chercher des preuves. Il faudra qu'elle s'exprime et qu'elle explique qui l'a vu, qui l'a entendu, à qui elle s'est confiée. Et donc, par conséquent, comme le disait le doyen Carbonnier, le droit se limite à la preuve. Et effectivement, en droit pénal, le droit se limite à la preuve, d'où la difficulté de prouver le délit de violence psychologique, le viol conjugal, parce que dans le huis clos, eh bien, les seules personnes éventuellement présentes, ce sont les enfants. Donc, il faut absolument se prémunir, être des experts dans l'audition de ces femmes et avoir du temps. L'audience est un moment très compliqué pour les femmes victimes de violences parce qu'elles vont être face à leur agresseur. Que ce soit devant le JAF 15 jours après la séparation, 3 semaines après la séparation, et va se rejouer le rapport dominant-dominé souvent. Et alors qu'on s'est mis d'accord sur un système de défense, eh bien à l'audience, face à l'agresseur, elles redeviendront les femmes dominées et elles vont rentrer dans leur coquille. Et face à cela, on aura quelqu'un qui s'exprimera extrêmement bien et qui fera envie finalement de donner la garde des enfants, d'être suivie et qui va bien s'exprimer, tandis qu'elle, elle va bafouiller, bégayer, pleurer, crier, se révolter. Et donc par conséquent, elle n'aura pas l'aspect, le témoignage qui fait qu'on aura envie de lui donner ce qu'elle réclame. Voilà, donc beaucoup de travail de préparation pour pouvoir arriver devant cette institution judiciaire, ce qui nous renvoie au témoignage de l'actrice Ainel, qui a expliqué qu'elle ne souhaitait pas s'engager dans l'institution judiciaire en raison des difficultés auxquelles finalement l'institution vous renvoie, puisqu'on se découvre, on découvre ce que l'on est en tant que victime dans l'institution, qui vous renvoie toutes les mauvaises questions que moi je travaille en faisant je la questionne avec les questions les plus dérangeantes pour elle, pour la préparer. Et je pense au demeurant qu'il faut s'attaquer à l'institution judiciaire parce que c'est le seul moyen de faire avancer aussi la prévention et de faire interpeller les auteurs, puisque nous le savons, enfin je le vois, souvent les hommes violents sont violents avec leur première femme, leur deuxième femme, leur troisième femme. Et donc si je n'ai pas la plainte d'une femme, eh bien peut-être que pour celle-là ça ne fonctionnera pas, mais elle va enclencher la plainte de la suivante et créditer la suivante. Donc on est toutes des maillons d'une chaîne et nous devrions toutes déposer plainte, non pas pour nous, comme elle me le dit souvent, mais pour la suivante. Je pense que j'ai plus de temps. Alors, est-ce que mon micro fonctionne ?
Oui, très bien. Bien, alors je vais poursuivre un petit peu dans un autre domaine, ce qu'Isabelle vient de brosser. Et c'est vrai que ça n'est pas très positif et qu'en tant que magistrat honoraire, j'avoue qu'il n'est pas facile, après le constat ou les constats qui ont été faits aujourd'hui au travers des diverses interventions fort intéressantes que nous avons entendues, il n'est pas facile d'être magistrat, j'allais dire. Mais j'assume, ne vous inquiétez pas, parce que je n'ai jamais été juge aux affaires familiales. Et par conséquent, j'exerce ici mon droit, non pas de retrait, mais mon droit de dire ou de penser ce que j'ai à penser. Voilà. Donc, je reviens aux propos que je dois avoir aujourd'hui, et c'est pourquoi j'ai été invité, je vous en remercie infiniment. J'interviens en qualité d'ex-présidente de cour d'assises. J'ai présidé les cours d'assises de Versailles et de Nanterre. Et je dois dire que malheureusement, quand on arrive aux assises, c'est le constat d'échec que l'on peut faire. Très malheureusement. C'est un constat d'échec, échec de la prévention, échec des devoirs de chacun des intervenants et autorités policières, gendarmesques, judiciaires, qui auraient dû intervenir et qui ne l'ont pas fait ou qui l'ont mal fait ou qui l'ont fait de telle sorte que l'on a soit un cadavre, soit des traumatismes absolument infinis qui vont durer jusqu'à la fin des jours. Donc, quand je dis devant la cour d'assises, on doit faire un constat d'échec, c'est malheureusement la triste réalité. Alors, je vais vous rappeler, je pense que chacun ici connaît ce qu'est la cour d'assises et ce qu'elle était amenée à juger. Juste un petit résumé. Donc, la cour d'assises, c'est la juridiction de fond qui est compétente pour juger tout ce qui est qualifié de crime. Le tribunal correctionnel étant amené à juger les délits. Donc, parmi les crimes, nous avons le meurtre, évidemment, le meurtre avec préméditation, c'est-à-dire l'assassinat. Nous avons les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, les violences ayant entraîné des mutilations ou des infirmités permanentes. Nous avons les viols, évidemment, il y en a énormément. Lorsque j'étais présidente à Versailles, nous avions dans les rôles à peu près 80% d'infractions sexuelles au programme de chaque cours. C'est absolument faramineux. Donc, la cour d'assises est composée de 3 magistrats professionnels, un président, 2 assesseurs, et de jurés, c'est-à-dire de gens tirés au sort sur les listes électorales. La loi a changé, donc maintenant on n'a plus que 6 jurés et 9 jurés en cours d'appel, en stade d'appel. Et les jurés sont donc tirés au sort au moment de l'audience. Et là, je vais pour brosser le tableau, la différence des droits entre un accusé qui comparaît et une victime constituée partie civile qui est accompagnée d'Isabelle Steyer, par exemple. Qu'est-ce qui se passe en matière de droit? Alors, effectivement, la partie civile est assistée de son avocat. Heureusement. Pas de droit de récusation des jurés. Il se trouve qu'à l'audience, vous avez ce qu'on appelle un droit de récusation, c'est-à-dire que lorsque le président tire dans l'urne au sort, un juré dit « Madame X », la jurée s'approche de la cour pour prendre sa place, et là, vous avez la défense et le ministère public qui peuvent dire « récuser » pour des motifs qui n'ont pas à être énoncés. C'est-à-dire que chacun peut penser ce qu'il veut de la personne qui s'avance, femme ou homme. J'y reviendrai, c'est assez intéressant sur la psychologie et sur la représentation, justement, qu'a chacun du droit de récusation qui doit être exercé. Par exemple,
par exemple, s'il s'agit d'un viol d'une jeune, une jeune habillée comme une jeune actuellement, eh bien, si la partie civile avait le droit de récusation, il serait judicieux qu'elle récuse toutes les femmes d'un certain âge qui vont dire « mais celle-là, finalement, habillée comme ça, ma petite, évidemment, il pouvait que t'arriver des bricoles ». C'est un exemple. Hein. Donc, ce droit de récusation n'appartient pas à la partie civile. La défense, le ministère public. Il a fallu attendre la loi du 15 juin 2000, ça c'est extraordinaire, pour que les intérêts de la victime soient pris en compte dans le serment qu'énoncent les jurés au début de l'audience. C'est-à-dire que les jurés prêtent serment de ne pas trahir les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime depuis juin 2000. Auparavant, on ne parlait pas des intérêts de la victime. Tout ça, c'est très symbolique. Juin 2000. En revanche, la partie civile a le monopole du huis clos, c'est-à-dire qu'elle seule peut exiger qu'il y ait huis clos et elle seule peut s'opposer à ce qu'il y ait un huis clos, quand bien même la Cour déciderait qu'il y a lieu de faire huis clos. Donc ça, elle a la maîtrise de ça à l'audience. Elle peut demander que ces auditions fassent l'objet d'un enregistrement individuel, de 2016, me semble-t-il. Mais elle ne peut pas faire appel de la décision qui va être prise à l'issue de l'audience de la Cour. Seuls peuvent faire appel l'accusé et le ministère public. La partie civile ne peut faire appel que de ses intérêts civils, c'est-à-dire de l'indemnisation qui pourra lui être accordée sur le plan civil à l'issue de l'audience, dans l'hypothèse où un accusé sera déclaré coupable. Voilà, pour vous brosser un petit peu le tableau. Et pendant toute l'audience, et c'est là que j'y reviendrai au travers de deux exemples qui m'ont personnellement et humainement très marqué lorsque j'ai présidé la Cour, la victime subit, c'est-à-dire qu'au travers du processus judiciaire, la victime continue à subir la volonté d'un homme, la plupart du temps. Je me réfère à notre sujet, bien entendu. La plupart du temps, c'est lui qui fait le tempo. Je m'exprime ou je refuse de m'exprimer, et puis je m'en fous. Vous ne pouvez pas passer par autre chose que par moi. Je dis la vérité, ou la plupart du temps, je ne la dis pas. Ça aussi, grande majorité des cas de figure, c'est pas vrai, elle ment. Grande majorité. Hein. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a, durant l'audience, et tout le monde s'en remet à cela, au nom des grands principes fondamentaux, bien entendu, droit d'innocence, droit de se taire et de ne pas participer à sa propre incrimination, ce qui ne vaut pas, et j'y tiens, c'est mon dada, droit au mensonge. C'est faux de dire que dans le code pénal, j'ai entendu une collègue le dire à l'antenne sur LCI, ah ben oui, il a le droit au mensonge, c'est dans le code pénal. C'est faux. Il n'y a pas dans le code pénal le droit au mensonge. Il y a la CEDH qui dit, il a le droit de se taire, c'est-à-dire, j'ai le droit, je la ferme, je ne dis rien, débrouillez-vous avec ce que vous avez dans votre dossier. J'ai le droit de ne pas m'auto-incriminer. Et ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas le lieu ici d'en débattre philosophiquement, mais c'est hyper intéressant comme sujet. Le mensonge n'est pas le droit de se taire. Je referme la parenthèse. Donc, pendant l'audience, nous avons un accusé qui fait un peu la pluie et le beau temps. Voilà. Et la victime va faire avec ce qu'elle a, c'est-à-dire avec ce qu'elle est capable de venir dire, et ça n'est pas simple. Isabelle l'a très bien montré, mais devant la cour, il faut voir qu'est-ce que c'est la cour d'assises. La cour d'assises, c'est une procédure, c'est hyper impressionnant. D'abord, vous avez à venir débattre de vos affaires les plus intimes, la plupart du temps, devant des gens que vous ne connaissez pas, des citoyens qui sont comme vous, qui sont les mêmes que vous, avant que vous n'entriez dans la salle de la cour. Et donc, il faut du courage. Il faut beaucoup de courage.
à une victime pour venir s'exprimer et pour tenir tête quelque part et avoir cette détermination de dire « mais je dis la vérité ». J'essaye de vous convaincre un après l'autre, l'un après l'autre. Et imaginez que lorsque, en cas de condamnation, car la culpabilité a été reconnue, lorsqu'il y a appel, mais vous imaginez l'effondrement de la victime, il se dit, mais il va falloir encore que je remette ça, et oui, il faut encore et toujours, parce que c'est lui qui continue de mener la danse. C'est ça la procédure, c'est ça la procédure pénale. Tout au long de la procédure pénale, il y a un maximum de droits qui sont accordés à un accusé et des droits qui sont accordés à la partie civile. Mais cette partie civile demeure malgré tout sous l'emprise et sous la volonté de son agresseur. Alors, ensuite, on est là pour parler du féminicide. Alors, je vais vous dire ce que je pense sur la qualification. Je n'en suis pas convaincue. Je vais vous dire pourquoi. Parce que dire féminicide et vouloir impérativement l'inclure dans le code pénal, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, c'est vouloir en faire un crime spécial. Qu'est-ce que c'est qu'un féminicide tel qu'on peut en trouver la définition, notamment dans le Petit Robert? Meurtre d'une ou de plusieurs femmes à raison de leur condition féminine. Et je rebondis sur ce qu'a dit ce matin, que j'ai trouvé absolument adapté, Madame Grillon. Elle n'est pas là, Madame Grillon? Non, voilà. Elle a dit « La majorité des violences trouvent leur place au sein de la famille ou du couple. Les auteurs n'iront jamais frapper personne d'autre. » C'est-à-dire que le mari qui frappe la femme, c'est pas parce qu'elle est une femme, c'est parce qu'elle est sa femme. C'est la mienne. Voilà. C'est-à-dire que ça projette complètement tout le sentiment de possession, tout l'égoïsme en même temps qui éclate au grand jour dans le crime, d'ailleurs, crime d'amour. Je ris, bien sûr, vous aussi. Oui. Alors, j'y reviendrai, bien entendu. Il faut bien rigoler un peu. Quand on est en cour d'assises, on ne rit pas souvent, je vous l'assure. Mais, donc, voilà pourquoi féminicide, donc, ça ne correspond pas, me semble-t-il, dans l'esprit, aux autres termes génériques tels qu'on peut les retrouver. Et d'ailleurs, si on fait un retour au code pénal, on s'aperçoit que n'existe pas dans le code pénal d'autres références de ce type pour le parricide, le matricide. Ça n'existe pas dans le code pénal, ça. Dans le code pénal, vous avez le meurtre. Qu'est-ce que c'est? Le meurtre, c'est le fait de donner volontairement la mort à autrui. C'est-à-dire que le code pénal reste extrêmement neutre sur la définition du meurtre. Pas de définition donc du parricide, du matricide. Il n'y a pas de référence au crime raciste. Et le mot d'homicide, on le retrouve où? Dans ce qu'on appelle l'intention homicide. L'intention, c'est-à-dire l'intention de tuer. C'est un terme neutre. L'intention homicide, c'est celle de tuer, de donner volontairement la mort. Et dans les cas de crimes qui sont portés devant la cour d'assises, on recherche cette intention pour qualifier le crime, justement. Hein. Et le seul cas où l'on trouve homicide dans le code pénal, c'est dans l'homicide involontaire, très curieusement. Le fait de donner, par maladresse, négligence, etc., involontairement la mort constitue un homicide involontaire. C'est très curieux. Sinon, vous n'avez pas de terme d'homicide dans le code pénal. Alors, pour toutes ces raisons,
je trouve que créer un féminicide, parce que actuellement il y a cette prise de conscience, et c'est bien entendu tant mieux, mais parce que il y a cette prise de conscience actuelle, vouloir absolument en faire une catégorie à part, je pense que c'est un petit peu une dérive quelque part. Et au surplus, je dirais que qu'est-ce que ça nous apporte au niveau judiciaire? Rien. Strictement rien. Pourquoi? Parce que nous avons dans la répression tant des meurtres que des viols, que des crimes ou délits qui sont soumis au tribunal correctionnel ou devant la cour d'assises, eh bien nous avons toutes les infractions qui sont systématiquement aggravées par la qualité de conjoint, concubin, pax ou ex. La loi est venue prévoir que même les ex peuvent encourir la même aggravation de peine dès lors que l'acte punissable, l'acte commis, trouve sa source et sa justification dans la relation, qu'elle soit présente ou passée. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi, ce n'est que mon avis, bien entendu, je ne trouve pas nécessaire de parler d'un féminicide et encore moins de l'introduire dans le code pénal, parce qu'à ce moment-là, pourquoi pas tout revoir pour reprendre et pour dire le crime d'un maricide, pourquoi pas, hein, on parle, au Canada, on a parlé de maricide. Maricide, enfin bref, le reste, vous avez compris ce que je veux dire. Voilà, donc je ferme cette parenthèse sur le féminicide et je dis qu'en revanche, qu'est-ce qu'il faut changer de manière absolument urgente? Ça a commencé. C'est l'état d'esprit, c'est les représentations telles que je les évoquées au travers du droit de récusation. Ce sont les représentations, et j'ai beaucoup aimé l'intervention, notamment de Madame Grillon ce matin, qui parlait de ces représentations qui sont fondamentales pour expliquer le passage à l'acte, les conditions de passage à l'acte, etc. Alors, jusqu'à il y a quelques années, clairement, le meurtre d'une femme par son conjoint ou son concubin, ou etc., était comme dans la presse, ça a été dit ce matin aussi, là j'abonde complètement, on parle de drame familial et on parle de crime passionnel. Ah mon Dieu, la passion c'est beau, évidemment, c'est très romantique, on pense au grand classique, c'est éventuellement érotique, je n'y avais pas pensé, mais enfin ça peut aussi, chacun trouve son plaisir où il peut, effectivement. Dans le procès pénal, quand on se retrouve dans cette situation où c'est la femme qui a été tuée, prenons ce cas de figure, la femme qui est tuée, même si l'homme admet la matérialité des faits, il en donne une justification par sa propre souffrance, par son propre ressenti, sa propre frustration, de sorte que, imaginez, messieurs, dames, l'accusé, il est là. Il peut parler, il peut pleurer, il peut se plaindre, il peut expliquer. Elle n'est plus là. C'est fini. Il n'y a plus personne. Elle ne peut plus rien dire. Il y a l'avocat qui va se battre. Et il y a aussi le président de la cour d'assises qui peut tout faire pour faire ressurgir quelque part la vie, cette femme, et la vie qu'elle a eue, la vie qu'elle a pu vivre avec cet individu-là, en dehors de lui, en gros, qui elle était. Et de cela, ça c'est un devoir, c'est comme ça que je l'ai pris quand j'étais présidente de la cour d'assises. C'est un devoir parce que il est là, mais il est là aussi parce qu'elle était là. Ne l'oublions pas. Par conséquent, nous avons le devoir de penser à cette victime et de juger en prenant en compte cette victime, même si elle n'est plus là pour se plaindre et pour dire qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce qu'il m'a fait, etc. Et donc, dans le procès pénal, jusqu'à présent, il y avait une espèce de tolérance collective, y compris au niveau judiciaire et devant la cour d'assises, qui faisait que un crime dit passionnel, que je condamne complètement cette expression, qui me paraît totalement absurde et antinomique, en tout cas par rapport à l'existence des vrais sentiments.
on est beaucoup plus, on était, et on l'est encore toujours, plus cool, j'allais dire, avec un crime dit passionnel qu'avec un crime, comment on appelle ça, crapuleux, hein, crime crapuleux, voire crime sexuel, bien sûr. Parce que là, il y a un motif d'argent, de sexe. Hein, non, là, ben, c'était sa femme. Il l'aimait tellement qu'il n'a pas pu se retenir. Bon, je fais simple. Ça paraît, et quand on le fait simple, ça paraît encore plus absurde. Le crime judiciaire apparaît dans toute son horreur dès lors que dire qu'on tue par amour est un véritable leurre, puisque, comme je le disais, on tue non pas par amour, mais on tue par égoïsme, on tue par esprit de possession, de vengeance, d'esprit revanchard, et pour assouvir un besoin impérieux, personnel. La victime n'étant là que pour être instrumentalisée quelque part. Alors, devant la cour d'assises, quel est le rôle du président? Je l'ai dit. Je vais vous faire état de deux cas assez terribles que j'ai connus. Un cas de viol et un cas de double assassinat. Le cas de viol, je vais en parler parce qu'il est extrêmement typique d'une femme qui était sous emprise totale du conjoint et qui avait subi des années durant et la personne avait déjà été condamnée, me semble-t-il, mais pas par la cour d'assises, de violences sexuelles, mais inouïes. Et on aboutissait, cette fois-là, à ce que ce type-là comparaisse dans le box, finalement assez content de lui. Et la femme, une femme charmante, je m'en souviens très très bien, eh bien écoutez, elle avait même peur de lui tourner le dos. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, j'avais bien vu, on voyait bien quelle était la problématique. Je dis, mais madame, avancez, venez devant la cour. Elle n'osait pas. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais tourné le dos à cet homme. Elle était de trois quarts et elle ne le quittait pas des yeux. Et lui, il jouait là-dessus et il souriait en permanence. Et elle répondait à peine. Oui, non, il fallait prévoir des questions qui étaient fermées, du coup, pour qu'enfin cette femme puisse éventuellement donner une réponse. C'était terrible. J'en garde un souvenir où c'était véritablement la femme sous emprise dans toute la gravité de ce que ça peut représenter. Et dans le délibéré, je ne le viole pas, on ne sait pas de qui on parle, etc. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce jour-là, on parlait de peine. J'ai dit, mesdames, messieurs les jurés, il faut que vous ayez conscience de quelque chose. Selon le nombre d'années que vous allez mettre à ce gars-là, vous n'allez pas donner la possibilité à celle-là de s'en remettre avant qu'il sorte, de pouvoir se faire aider au point où elle essaie de se sortir de cette emprise-là pour pouvoir éventuellement résister quand il va revenir. Parce que ce qui est récurrent dans ces affaires-là, c'est que c'est l'obsession dont est atteint l'auteur. Et c'est pour ça qu'on en arrive à des drames, parce que le gars, il ne perd pas son idée. Il veut absolument l'avoir, celle-là. Il va y arriver, d'une façon ou d'une autre. Et bien malheureusement, la plupart du temps, il arrive à ses fins. Et il arrive devant la cour d'assises. Constat d'échec, je le disais. Alors ce qui est très important, j'allais dire, j'ai peut-être trop parlé déjà? Oui, 5 minutes, promis. Ce qui est très important, c'est que devant la cour, on entend un certain nombre d'intervenants, et j'aimerais insister sur le rôle des experts, qui sont en la matière. Hein, quand on parle de meurtre de la femme par le conjoint, le concubin, etc., les experts ont un rôle fondamental parce qu'ils doivent expliquer exposer à l'audience quelle est la personnalité de chacun et surtout, moi je tiens beaucoup à ça, à quelles sont les interactions entre les deux pour expliquer le passage à l'acte.
Et enfin, pour terminer, je fais rapide, excusez-moi, mais je voulais parler de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. C'est que si la cour d'assises doit répondre à 2 questions. 1, l'intéressé est-il coupable ou pas? 2, quelle est la sanction adéquate? Quand on parle de culpabilité, n'oublions pas que dans ces affaires-là de violence, nous avons certes la culpabilité de l'auteur qui a tué sa femme ou qui l'a traumatisée de manière extrêmement grave, mais que nous pouvons avoir aussi dans le box des accusés une femme battue qui un jour a agi et qui se trouve donc devant la cour d'assises. N'oublions pas ça. Je n'oublie pas ce que tout le monde a appris, l'affaire Sauvage, dont j'ose dire, je l'ai dit à Isabelle, qu'elle avait, selon moi, été extrêmement mal défendue, car plaider la légitime défense pour une femme qui tire dans le dos de son mari à 3 reprises, lequel est en train de dormir sur la terrasse, pardonnez-moi, mais je ne comprends pas que l'on puisse tenter d'imposer à une cour de prendre une décision qui va à l'inverse des dispositions législatives. Alors, j'ai commis un petit article, je vais le placer, sur la légitime défense. Faut-il une nouvelle légitime défense des femmes battues? Ma réponse est non. Vous en trouverez si ça vous intéresse. J'ai écrit un article qui a été publié dans la revue de droit pénal de janvier 2019, LexisNexis, où je dis que notre droit actuel, notre droit pénal, comporte déjà les réponses à cette question-là. L'emprise, c'est quoi? C'est le phénomène de ce qu'on appelle la contrainte. C'est le fait justificatif de la contrainte pénale, de la contrainte, pas pénale. Je ne pense pas à Madame Taubira à cet instant. Donc, c'est le phénomène de la contrainte qui fait que c'est la personne a-t-elle agi dans un état où elle était sous l'emprise d'une force à laquelle elle n'a pas pu résister? C'est ça la contrainte. Or, il me semble qu'on pourrait, sous ce fait justificatif, éventuellement, bien entendu, si le cas d'espèce est en adéquation avec ça, hein, et si le dossier peut être plaidé, mais on pourrait se sortir des condamnations de femmes battues qui étaient en état de contrainte en prononçant des acquittements au motif du fait justificatif qui pourrait leur être reconnu. Voilà, j'ai fait très vite à la fin, mais il y avait tellement de choses à dire. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci. Merci aux deux. Isabelle Steyer nous a un peu désespérés, mais j'espère que ça se améliorera. Je voulais dire à Madame Lega que je partageais totalement son point de vue contre un avis assez répandu actuellement sur les féminicides. Et d'ailleurs, le début du travail fait avec les chercheurs de Poitiers, c'était la question qu'on leur avait posée. Pouvez-vous nous dire s'il est pertinent, parce qu'on avait une forte demande, j'étais présidente de la délégation aux droits des femmes à l'Assemblée, entre 2012 et 2017, et fortement demandé qu'on le mette dans le code pénal. Et des magistrats comme vous nous avez dit que ce n'est pas une bonne idée parce que ça sera beaucoup plus compliqué de condamner les maris parce qu'il faudra prouver que non seulement ils ont tué leur femme, mais ils l'ont tuée parce qu'elle était une femme. Hein, donc c'est une incrimination qui n'est pas pertinente et je vous remercie, même si aujourd'hui on oublie le terme, et tant mieux que le terme soit popularisé. Enfin, ça c'est une bonne chose, ça évite les crimes passionnels. Et je partage votre avis, la fin sur l'affaire Sauvage, puisque nous avions voulu avoir les avocates, parce qu'une députée s'était emparée de la légitime défense. Et en fait, elles en avaient fait un combat politique. Donc elles avaient refusé de venir nous voir. Et elles étaient parties dans une... Et les magistrats que nous avions vus à l'époque nous ont dit qu'elles ont très mal défendu Madame Sauvage. C'était dramatique pour Madame Sauvage. Quand on en est à en faire un enjeu politique et qui ne l'a pas aidé à avoir une bonne solution. Mais je vous remercie pour tout ce que vous avez dit, en souhaitant que la formation des magistrats et des avocats progresse. Merci. Je voulais vous remercier aussi pour toutes ces informations, parce que c'est des notions qu'on n'a pas de vulgariser ou d'accessibles comme ça pour des gens qui ne sont pas du milieu.
Et d'autre part, je voulais savoir si, parce que je n'y connais rien, je n'ai pas utilisé un bon vocabulaire, mais quand la personne est jugée, justement, est-ce que la victime il y a des témoignages en fait de son entourage possible qui peuvent étayer, renforcer? Bien sûr. Oui. Oui, bien sûr. D'accord. Mais je savais pas parce que j'entendais juré, victime, auteur. Bien sûr, les magistrats, mais je ne savais pas si on pouvait faire venir des gens extérieurs. Ça appartient tant à l'accusé qu'à la partie civile. Hein, d'accord. Ben, c'était ça. Oui, merci. Merci. Je ne sais pas si certains membres de la famille ne sont pas recevables, je crois, en tant que témoins. Certains ne jurent pas. Le frère, la sœur, le papa, la maman peuvent être on peut les recevables. entendre. Le président de la cour d'assises, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, peut les entendre à titre de simple renseignement. Mais ils peuvent être entendus, de toute façon. Mais sans prestation de serment, donc. Moi, je le fais de façon à faire vivre cette histoire de couple, comment était-il avec les enfants, dans la vie, avec les amis. C'est extrêmement important de faire vivre cette femme, parce qu'on a une page blanche que l'on doit écrire. Et on ne peut pas plaider quelque chose qui n'existe pas. Donc, il faut recréer cette histoire. Donc, demander des auditions, justement, de la famille. C'est important, ses amis. Dans le prolongement de la question précédente, j'ai cru comprendre tout à l'heure que vous disiez qu'on jugeait, notamment pour la cour d'assises, à partir de la preuve. Alors, est-ce que je me trompe ou est-ce que j'ai lu trop de romans? Il me semblait que c'était plutôt sur l'intime conviction. Parce que si on devait en rester à la preuve, il y a plein de gens qui ne seraient jamais condamnés, quoi. Je me suis trompé? Le parquet poursuit avec quand même des preuves. Avec des preuves. Hein? Des preuves de la présomption de ce que ces faits ont pu être commis. Et le parquet renvoie une ordonnance, le parquet fait des réquisitions la preuve, ça va être un cadavre, ça va être une expertise, ça va être un début d'éléments de réflexion. Et il y a énormément de classements sans suite ou de non-lieu. Donc il faut un commencement de preuve pour que ensuite le dossier pénal soit étayé de l'expertise de madame, des témoignages, des voisins, de police secours qui a appelé le SAMU. Est-ce que c'est l'agresseur? Est-ce que ce sont les voisins? Qu'est-ce qui a été dit dans cet appel téléphonique qui est enregistré au SAMU? Où est-ce qu'on a appelé les policiers? Comment était cet homme? Quelle était la personnalité de cet homme? A-t-il des précédents? Les expertises psychologiques et psychiatriques de cet homme, l'expertise de personnalité, le curriculum vitae, et avec tout cela, le juge d'instruction va construire un dossier. Et à la faveur de tous ces éléments à charge et à décharge qui vont être recueillis, le procureur va prendre des réquisitions, soit de non-lieu, soit de requalification, soit de renvoi devant la cour d'assises, et le juge d'instruction va rendre une ordonnance de mise en accusation avec des éléments de preuve. Et puis, les jurés, et Madame la Présidente pourra le dire, vont juger, alors en fonction évidemment de leur intime conviction, mais maintenant les décisions de cour d'assises sont motivées. Elles sont motivées. Donc, les magistrats doivent motiver pourquoi et sur quoi ils condamnent. Il y a effectivement des années, quand je plaidais, il n'y avait d'ailleurs pas d'appel en cour d'assises, la décision était rendue au nom du peuple français et il n'y avait pas de motivation. Mais maintenant, la Cour doit rendre une feuille de motivation. Et oui, alors si je peux me permettre, juste pour compléter ce que dit Isabelle, je crois que monsieur fait référence à l'instruction qui est donnée oralement à la fin de l'audience par le président avant qu'il n'entre en délibéré. Oui. La seule question qui vous est faite, c'est « Avez-vous une intime conviction ?» Sauf que cette formulation de l'instruction signifie que cette intime conviction n'a pu se forger qu'au regard des éléments de preuve qui ont été débattus contradictoirement à l'audience. Voilà, c'est ça que ça veut dire en fait. Vous voyez, l'un n'est pas dissociable de l'autre. Oui, je voudrais... Pardon. Est-ce que vous avez...
Oui, je voudrais revenir sur le fait que vous, avant de prendre la parole, Madame l'avocate, vous avez parlé un petit peu de la représentation des femmes dans la profession. Oui. Et je voulais savoir, en faisant cette présentation, ce que vous vouliez sous-entendre. Est-ce que cette représentation présume aussi de ce que pourra être un petit peu la défense des femmes dans un monde d'avocats hommes? Est-ce qu'elle est orientée, ou est-ce que vous pensez qu'effectivement il y a des problèmes par rapport à cette justice faite par les hommes? Eh bien, je pense qu'inévitablement, c'est une justice qui a des représentations très fortes que l'on doit combattre, effectivement. La population, la justice est faite d'hommes et de femmes qui ont des représentations. Et paradoxalement, dans le lieu qui défend toutes les libertés, il y a peut-être encore plus de représentations finalement genrées qu'ailleurs. Donc c'est quand même un avertissement que je voulais donner, ou une information. Et d'ailleurs, si je devais vous demander si vous connaissez actuellement en France des femmes pénalistes connues, ben voilà, vous me citeriez des noms d'hommes. Pourtant, il y a des femmes pénalistes qui sont excellentes dans leur métier, et pourtant, elles ne sont pas répertoriées, elles ne sont pas très connues. Est-ce qu'il y a des pénalistes? D'ailleurs, le mot pénaliste représente souvent des avocats en défense, qui sont plus que majoritairement des hommes. Vraiment plus que majoritairement. Et il va rester aux femmes le pénal dont ils ne veulent pas, qui est souvent la défense des victimes. Donc effectivement, on est dans cette situation-là de rapport de force aussi à l'audience et dans les coulisses, hein, soyons très clairs. Bonjour, moi justement, je voudrais rebondir. Vous avez parlé des coulisses. Oui. Ce matin, on a parlé du fait que certaines plaintes n'étaient pas reçues. Oui. On connaît le taux de policiers, de gendarmes, qui sont eux-mêmes auteurs de violences. Alors moi je regrette beaucoup que n'ait pas été, ne soit pas présent ici un représentant du parquet, parce que ils auraient, je sais, mais parce qu'on aurait pu effectivement utilement l'interpeller sur le problème posé par le refus par les services d'enregistrer des plaintes, puisque ça arrive. J'ai un cas assez proche qui, bon voilà, c'est hallucinant. Que peut faire une femme quand elle se présente et que le policier pratiquement lui rit au nez? Alors celui-là, il manquait de formation, chère madame, hein. J'en suis bien convaincue, hein. Celui-là n'était pas... non, mais ne vous... Non, je sais bien. Je sais bien, mais je dis parce que vous êtes formé, vous, ça vous intéresse, justement. Et je le dis, à contrario... par rapport à ce qui est arrivé dans le commissariat auquel je pense, et où manifestement la personne n'était pas du tout intéressée par ça. Et la femme a dû faire un périple extraordinaire pour finalement arriver à 2h du matin à revenir avec un certificat médical, où là, l'équipe avait changé, et là, on a pris sa plainte. Vous voyez, c'est une galère de plus qui se rajoute à la galère des faits eux-mêmes. Voilà. Je voulais vous demander, merci beaucoup pour toutes vos interventions. Est-ce que, vous parlez des lois en Espagne par rapport à votre... Voilà, on sait qu'en Espagne, il y a quand même beaucoup plus d'aides qu'en France. Est-ce qu'il y a une alternative ou plusieurs en ce qui concerne le droit européen? Parce que peut-être que... je ne sais pas si... au niveau de... Je ne sais pas, peut-être si les pays s'unissaient un jour au niveau de l'Europe par rapport au féminicide, quelque chose qui pourrait être plaidé peut-être au niveau de l'Europe. Est-ce que ça peut, d'après vous, exister? Votre question concerne le droit européen ou les pratiques dans les différents pays? Quelque chose qui pourrait généralement être condamnable peut-être par rapport à ce qui se passe dans tous les pays. Alors moi, par exemple, j'ai effectué une action contre l'État. Je ne sais pas ce que ça va donner, hein, c'est toujours en cours.
me fondant sur le droit européen, donc droit qu'utilisent tous les États, puisque je pense que je vais aller jusque devant la Cour européenne des droits de l'homme, en utilisant l'article 14 qui concerne les discriminations qui ont été reconnues au niveau européen, discrimination des femmes alors qu'elles vont déposer plainte, qui sont dans un état de vulnérabilité parce que leur plainte a été refusée et que, par conséquent, on leur laisse penser que leur position n'est pas fondée et que ça renforce, du coup, le pouvoir de l'agresseur. Ça a déjà été jugé, donc dans des arrêts qui sont assez connus, qui s'appellent, je les avais notés, l'arrêt Barzan du 23 mai 2017 et un arrêt contre l'Italie qui s'appelle, je ne me relis pas, Talpis, pardon. Article qui est combiné avec, donc article 14 sur discrimination, qui est combiné avec l'article 2 et l'article 3, sur l'article 2, le droit à la vie, l'article 3 sur les traitements inhumains et dégradants. Donc, voilà, tous les États sont attaqués sur ces fondements-là, effectivement, où le droit européen a reconnu la responsabilité d'État dans les situations dans lesquelles on entend souvent les féminicides, c'est-à-dire que l'homme était placé sous contrôle judiciaire, il a continué à poursuivre, à pourchasser, à téléphoner la victime, il y a eu des plaintes ou des mains courantes, les plaintes ne sont pas remontées au parquet, il n'y a pas eu de révocation de contrôle judiciaire et l'homme a tué l'épouse. Donc c'est souvent dans ces conditions-là que l'État a été condamné. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Je suis désolée, les intervenantes ont un train à prendre et on va déjà déborder. Avant de laisser la parole pour le mot de conclusion par Ludovic Gossot, je voulais vous rappeler que donc, le 23 novembre à Poitiers, il y a plusieurs événements justement en lien avec la journée de lutte internationale contre les violences masculines faites aux femmes, donc du 25 novembre. Et il y a un rassemblement prévu à 11h, place du marché. Et après, l'après-midi, vous avez eu, je crois, le papier par le CIDFF avec une conférence, une table ronde à la mairie, où Madame Catherine Coutel sera présente, sur la question de la prostitution, qui est aussi une question de violences faites aux femmes. Voilà. C'était pour vous donner cette information-là et je remercie toutes les intervenantes pour ces échanges très riches et prometteurs pour la suite. Et Ludovic, je t'invite à nous donner le mot de la fin. Donc effectivement, j'avais initialement, bonsoir à tous, à toutes, j'avais initialement 20 minutes, comme c'est indiqué là. On me dit maintenant que je n'ai plus qu'un mot, voire 10 minutes. Donc, je vais essayer d'aller à l'essentiel, ce qui n'est pas évident. Sachant que je n'envisageais pas tellement au départ de faire une véritable conclusion en termes de fermeture de cette journée, mais plutôt une ouverture en retenant la deuxième partie de l'intitulé. Vous m'entendez ? On a un retour un peu bizarre. C'est-à-dire une sociologie des violences masculines faites aux femmes, et plus exactement une sociologie des violences masculines contre les femmes. Je vais m'en expliquer. Donc si je n'ai pas 20 minutes, mais 10 minutes, je vais essayer de faire... Alors, on verra ce que ça donne. Ça dépend aussi de votre état de fatigue. Alors, je comptais, et c'est ce que je vais essayer de faire, partir d'un certain nombre de constats empiriques qui ont été pour les uns déjà suffisamment évoqués, voire développés au cours de la journée, pour interroger et pour essayer de montrer l'intérêt de l'interrogation des violences contre les femmes en termes de genre, voire même voir ce que ça nous apprend du genre. À différentes reprises au cours des interventions ou des débats, ou même dans des discussions un peu informelles, cette dimension du genre, du masculin, du féminin, des normes, de la socialisation, etc., ont été évoquées, et c'est ce sur quoi je vais rebondir par rapport à ce que je vais présenter.
Alors tout d'abord, je voulais rappeler, ça a été dit, que les violences contre les femmes, physiques, sexuelles, économiques, verbales, psychologiques, morales, etc., ne sont pas nouvelles. Ça a été dit. Elles ne sont pas le privilège de tel ou tel pays, de telle ou telle région du monde, de telle ou telle classe sociale, etc. C'est ce que n'ont pas cessé de montrer les enquêtes, notamment sociologiques, et plus exactement pluridisciplinaires, c'est ça le mot, depuis l'enquête ANVEF jusqu'à l'enquête beaucoup plus récente Virage sur les violences de genre, justement. Ces enquêtes s'appuient notamment sur l'hypothèse d'un continuum, un continuum entre les différents types de violences, ce qui permet effectivement de construire l'unité de cette catégorie, violence faite aux femmes ou violence contre les femmes. Un continuum entre les différents types de violences. En l'occurrence, parce que les violences physiques et sexuelles sont souvent précédées ou accompagnées de violences verbales, morales, psychologiques. Ça a été suggéré. Mais si on peut difficilement les distinguer radicalement, ces différents types de violences, il ne s'agit pas non plus de les confondre, bien sûr. Cela dit, il n'est pas facile de dégager sociologiquement des différenciations sociales dans la commission de ces actes, de ces infractions, dans la réception, dans le traitement médiatique, le traitement policier, le traitement judiciaire de ces violences. Étant donné en particulier qu'on a affaire à des estimations par rapport, bien sûr, aux déclarations, par rapport aux comptages qui peuvent être faits, mais aussi par rapport au fait que les signalements, les dépôts, l'enregistrement des plaintes, les poursuites, les condamnations, l'application des peines relèvent de beaucoup d'arbitraire et sont différenciés selon différents types de caractéristiques sociales notamment. En tout cas, ce qui semble le plus spécifier le statut des victimes et les risques qu'elles courent, c'est le type de violence qu'elles sont susceptibles de subir. Il me semble que ça transparaît à travers les différentes interventions de cette journée. Ce qui contribue à distinguer le groupe des hommes et le groupe des femmes, ce qui constitue peut-être même ces dernières, le groupe des femmes, comme groupe spécifique, par-delà tout ce qui peut les différencier, par ailleurs, sous d'autres rapports, c'est le risque et la réalité des violences, en partie sexuelles, qu'elles subissent, et même qu'elles craignent. Je vais y revenir. Comme l'indiquaient notamment Olivier et Tremblay, donc je vais passer sur les références, l'expérience que les femmes font de la domination, là je cite ces autrices pratiquement littéralement, l'expérience que les femmes font de la domination et donc de la violence varie considérablement selon leurs autres caractéristiques, selon qu'elles soient hétérosexuelles, lesbiennes, bisexuelles ou autres, mais aussi blanches, noires, etc. La possibilité de violences sexuelles marque le quotidien des femmes. Lorsqu'elles ne le sont, elles ne sont pas opprimées, exploitées, appropriées par la pornographie, disait-elle. Le viol, et ce strictement parce qu'elles sont des femmes, ou plus exactement lorsqu'elles sont objectivées et construites en tant que femmes. Le viol donc constitue, sinon la réalité, en tout cas le risque permanent que connaissent les femmes, toutes les femmes. On aurait donc tort de réduire l'étude des violences contre les femmes aux actes, aux comportements, aux auteurs, aux victimes directes de ces violences. On ne peut se contenter de chiffrer, de comptabiliser, de condamner les violences, les cas de violences directes, même s'ils sont déjà nombreux. Il faut prendre en compte les effets de menace, la crainte de ce type spécifique de violence. La menace qui place sur les femmes est une dimension centrale de ces violences. Alors, on peut citer notamment la sociologue britannique Jalna Hanmer, dans les années 70, qui proposait une conceptualisation de la violence des hommes contre les femmes comme une modalité du contrôle social que les hommes exercent sur elles, les femmes. Il faut en effet prendre en compte l'effet indirect de ces violences potentielles sur les comportements des femmes, tenues qu'elles sont d'anticiper cette violence. La possibilité du viol étant un risque qui semble toucher toutes les femmes, tenues qu'elles sont d'éviter tous les comportements, ça a été dit, pouvant de surcroît être interprétés comme une provocation. Ça a été dit. Je cite Jalna Hanmer, « Vivre seul, marcher seul, faire du stop, porter des vêtements indécents, avoir parlé ou pris un verre, ça a été suggéré, l'importance de l'alcool notamment, avec le violeur, sont des actes susceptibles d'avoir rendu le viol possible. L'association entre l'alcool et plus généralement la prise de produits psychotropes et le viol et les agressions sexuelles
plus généralement, est aujourd'hui bien connu, relativement documenté, encore que les enquêtes, en tout cas un certain nombre d'enquêtes, le mettent en évidence. Ce risque est d'autre part fortement intégré par les femmes, par les filles, par les jeunes filles, et aussi par leurs parents. Dans la régulation des sorties, dans la régulation des consommations des filles. Donc on a mené avec des collègues un certain nombre de recherches sur ces questions. Et la dernière, effectivement, auprès de jeunes garçons, filles et des parents de ces jeunes garçons et filles, auprès d'adolescents donc, confirme la centralisation de la perception du risque sexuel autour des sorties et des consommations des jeunes filles. Le risque sexuel est alors représenté par l'inconnu, par l'étranger au groupe, s'entend, et non les proches. Ça a été suggéré à de multiples reprises. Cette définition du risque sexuel invisibilise le risque sexuel représenté par les proches, les intimes, les pairs, PAIRS, voire les pères, bien sûr, PERES. Ce risque est enfin pris en charge par les jeunes filles, par leurs parents, qui se doivent, les parents, les jeunes filles, ne jamais l'oublier, qui se doivent de ne jamais l'oublier, quand les jeunes garçons sont élevés comme s'ils n'étaient pas concernés par ces agressions et ces viols. Et ça, c'est encore aujourd'hui massif. C'est-à-dire que les jeunes filles doivent intégrer ce risque, alors que les garçons ont beaucoup de liberté, relativement aux filles, bien sûr, par rapport à leur sortie, par rapport à leur consommation, et sont très peu, voire pas du tout, en tout cas du côté de la famille, du côté des parents, mis en garde par rapport aux risques qu'ils peuvent représenter vis-à-vis des filles. Donc il y a un angle noir du côté de la prévention, de ce côté-là. Un angle aveugle, plutôt. Le risque, tout comme la protection, alors contre les maladies, certes, contre les grossesses, certes, contre les violences sexuelles, ne concernerait finalement, principalement que les filles. Les représentations, puisqu'il a été beaucoup question des représentations sociales, des violences, comme survenant lorsque les femmes s'écartent du comportement social attendu d'elles, par exemple en sortant seule la nuit ou en consommant des substances psychoactives avec des inconnus qui plus est, tend à les confiner dans l'espace privé, dans l'interconnaissance, là où, justement, on le sait de plus en plus, elles courent le plus grand risque de connaître ces violences. Je cite de nouveau Jana Hanmer, « La peur envahissante de la violence et la violence elle-même ont pour effet de jeter les femmes dans les bras secourants de ceux-là même qui les agressent. Cette peur diffuse de se faire agresser dans les lieux publics vient encore renforcer la dépendance des femmes vis-à-vis des hommes. » Christine Delphi, donc, qui est une autrice très connue dans le champ d'études du genre et des rapports sociaux de sexe, reprenait cette analyse en écrivant « Pour une femme violée, des millions d'autres comprennent la leçon, qu'elles doivent se tenir plus tranquilles, plus discrètes, plus humbles, qu'elles doivent solliciter contre les hommes dont elles ne savent pas lesquels sont dangereux, ni à quel moment ils le deviendront, la protection d'autres hommes. » Cette menace et ce risque de violence sexuelle qui pèse sur le quotidien des femmes, et pas seulement les victimes donc, varient encore considérablement en fonction en particulier de leur âge et de leur mode de vie. Alors là, je donne certains résultats de l'enquête Virage récent qui confirment qu'effectivement les viols et les tentatives de viol sont 3 fois plus élevés dans le groupe des 20-34 ans du côté des femmes, des jeunes femmes, par rapport au groupe des 50-69 ans. 3 fois plus de risques parmi les jeunes. Concernant les autres agressions sexuelles au cours de l'année, elles sont rapportées bien plus fréquemment aux jeunes âges, concernant les jeunes femmes. Entre 20 et 34 ans, elles concernent plus d'une femme sur 20, 5 fois plus que concernant le groupe des femmes entre 50 et 69 ans. Donc voilà, le risque de violence, en particulier sexuelle, ne touche pas n'importe quelle femme. Alors on sait d'autre part, ça a été rappelé peut-être insuffisamment aujourd'hui, que les violences sont le fait très majoritaire des hommes. Ces violences sont très majoritairement non seulement le fait des hommes, mais aussi d'hommes connus, voire connus des victimes, voire de proches de la victime. L'enquête Virage, les premiers résultats, confirment cet état de fait. C'est pourquoi il est important de parler de violence masculine, et le titre de cette journée est bien choisi pour cela, de nommer les auteurs. Les tournures passives, par exemple les violences faites aux femmes, les violences envers les femmes, ont ce défaut finalement d'invisibiliser les auteurs.
les auteurs sont parfois un petit peu oubliés, du coup, de la définition de ce problème de société, qui ne semblerait ne concerner que les femmes, en particulier jeunes. Or, si l'État détient le monopole de l'usage de la violence physique légitime, les sociologues verront de qui je parle comme auteur, et les historiens aussi, et d'autres probablement, violence exercée, cela dit, essentiellement par des hommes. Il y a un regard inquiet en face, non ça va. Ces derniers détiennent aussi, les hommes donc, le monopole de l'usage de la violence considérée aujourd'hui de plus en plus comme illégitime, et en particulier la violence contre les femmes. Si ces violences ne sont pas nouvelles, comme les historiens notamment le montrent bien, ce qui est nouveau, c'est de les qualifier socialement, médiatiquement, pénalement, en termes de violence, ou en tout cas en termes de viol, en termes d'agression, en termes de harcèlement, si le terme de violence lui-même n'est pas présent dans le droit pénal. En termes de violence de genre, d'autre part. Quoi de semblable entre le devoir conjugal, ça a été évoqué, et le viol conjugal, entre les femmes battues et les violences conjugales, entre les drames familiaux ou les crimes passionnels et les féminicides, de la banalisation à la dramatisation, de l'individualisation à la collectivisation, de l'invisibilisation à la politisation, de la tolérance à la criminalisation, de la naturalisation à la dénaturalisation, se donne à voir toute la trajectoire de la question sociale, historique, institutionnelle des violences faites aux femmes. Les faits divers sont devenus un problème de société et explicitement donc une grande cause nationale. Ce qui est nouveau, c'est la politisation et la criminalisation accrue de ces violences. Politisation au double sens de ce qui renvoie d'un côté aux mobilisations, aux dénonciations de ces violences dans la rue, et de plus en plus via les réseaux sociaux, mais aussi au sens de leur inscription dans l'agenda des questions et actions politiques au niveau de l'État. Marlène Schiappa n'hésite pas à parler de culture du viol pour qualifier le terrain propice dans nos sociétés à cet acte criminel. Qualifier de viol l'exercice d'un droit conjugal ancien, ou qualifier le fait ancien de battre sa femme en termes de violence, ou le fait d'insister lourdement auprès de sa secrétaire, de son étudiante ou de son actrice fétiche en termes de harcèlement sexuel, c'est sortir ces actes de la banalité, de la malchance, du fatalisme, pour les inscrire en tant qu'infraction, délit ou crime. Ces transformations se déroulent sur la base des mobilisations féministes qui ont connu plusieurs vagues à partir des années 70, 60-70 même. Mobilisations qui ont elles-mêmes jalonné les fameuses affaires Clinton, DSK, Quentin, Weinstein, etc., etc. Et qui ont donné des naissances à des mouvements comme MeToo, Balance ton porc. Ce qui est nouveau, ce qui est frappant aujourd'hui, c'est leur visibilisation et leur médiatisation. Les médias, ça a été dit, certains médias en tout cas, enregistrent et relaient la progression des féminicides, terme inconnu en France, me semble-t-il, ou pratiquement au début de cette année 2019. Pardon. Aujourd'hui, dans la bouche de tous les journalistes, en tout cas d'information. Violence de genre, violence du genre. Violence de genre, je n'insisterai pas dessus, puisque finalement, ça consiste à dire qu'il s'agit de violences dirigées contre des femmes et perpétrées massivement, très majoritairement par des hommes. Violence du genre, s'il me reste quelques minutes. Violence du genre, donc je passe sur plusieurs... non, je crois que j'en oublie quand même une. Violence du genre consiste à interroger, dans la continuité de certains travaux fondateurs, Christine Delphi, Nicole-Claude Mathieu, etc., etc., le principe de bipartition du genre, la définition de la masculinité, de la féminité, et nous contraint à les penser comme construits, comme le résultat non seulement de la socialisation, mais aussi de la division et de l'élaboration culturelle et sociale de la différence des sexes. Non seulement élaboration et construction, mais aussi dissymétrie et hiérarchie entre le masculin et le féminin. Le genre est un principe de bipartition qui renvoie à la différenciation et à la hiérarchisation et qui produit
le groupe des hommes et le groupe des femmes. Les hommes et les femmes, dont les attributs, les caractéristiques varient tellement considérablement dans l'histoire et culturellement entre les sociétés, ne sont pas des groupes zoologiques. Ils sont définis les uns par rapport aux autres, non seulement en termes de différenciation, mais aussi de hiérarchie. Ce qui différencie les hommes et les femmes, ça n'est pas tellement que le premier a un pénis ou l'autre un vagin, c'est qu'ayant un pénis, ce que le médecin et l'état civil viennent l'un vérifier, voire corriger, l'autre instituer socialement, le premier est mis culturellement, économiquement, socialement, politiquement en position de supériorité et de pouvoir par rapport à l'autre. La violence du genre, c'est la contrainte de la différenciation et la contrainte de la domination. La contrainte de la différenciation qui renvoie notamment à la hantise et à la perte de la différence des sexes, entre guillemets, la peur de la confusion des sexes. Et la domination confère, selon la valence différentielle des sexes, ça a été rappelé, de François Héritier, la supériorité au pôle masculin. Les violences contre les femmes peuvent se comprendre dans ce cadre, non en raison de la violence de certains hommes, non en raison de la faiblesse de certaines femmes, mais en raison de la définition hiérarchique même de la différenciation du masculin et du féminin. Les hommes courent le risque d'être violents parce qu'ils dominent ou parce qu'ils perdent leur domination. Ça a été rappelé à plusieurs reprises par rapport à la possession ou la perte de la possession de leur épouse en particulier. Dans tous les cas, parce qu'ils dominent ou parce qu'ils craignent de perdre leur domination, la violence est une possibilité. L'usage de la violence est une possibilité. En particulier, le lien entre la masculinité hégémonique, en référence aux travaux de Rowan Connell, ou tout simplement la virilité, et l'exercice potentiel de la violence doit être interrogé, doit être sans doute aussi aboli du côté des militants, du militantisme, tout comme le lien entre féminité et gracilité, fragilité, beauté, etc. Cette construction hétéronormative du genre ne peut que participer à la définition des femmes comme sujet à admiration, vénération et en même temps à protection, sollicitation, voire prédation. C'est ce qu'un sociologue comme Erving Goffman essayait de montrer. C'est-à-dire le paradoxe de la domination masculine qui consiste à vénérer le groupe infériorisé des femmes et à les rendre finalement, à les mettre sous la coupe, sous la domination du groupe des hommes. De nombreuses recherches suggèrent dès lors que comprendre et lutter contre les violences contre les femmes passe par lutter contre la domination masculine et notamment la définition dominante de la masculinité. Parce que la violence sur certaines femmes ne concerne pas que ces femmes, parce que la violence de certains hommes ne concerne pas que ces hommes, mais qu'elle engage la définition sociale de la masculinité ou virilité. Les recherches sur la domination masculine, ou même le lien entre violence et masculinité, ou machisme, en vue d'en sortir, se sont développées. Ces recherches sont parfois menées par des hommes. Parfois. On peut citer John Stoltenberg, qui a écrit un livre dans les années 70 et qui a été traduit beaucoup plus récemment, et qui s'appelle « Refuser d'être un homme pour en finir avec la virilité ». On peut citer un autre auteur, sociologue, Léo Thiers-Vidal, qui a écrit un livre sorti de sa thèse de sociologie qui s'appelle « De l'ennemi principal aux principaux ennemis », je ne vais pas expliciter ce titre, « Position vécue, subjectivité et conscience masculine », et qui travaillait et qui militait pour la sortie de la domination masculine, en faisant même une affaire très personnelle. On peut citer Francis Dupuy-Derry, qui a écrit de nombreux ouvrages, et notamment Antiféminisme et masculinisme, d'hier à aujourd'hui, récemment. On peut citer un auteur sans doute beaucoup plus célèbre aujourd'hui, Ivan Jablonka, Des hommes justes, du patriarcat aux nouvelles masculinités, qu'on peut critiquer, Et j'évoquerai un dernier auteur, Alban Jacquemart, qui a proposé une histoire de cet engagement improbable de la part de ces hommes pro-féministes. Parce que s'il apparaît effectivement étrange, voire suspect, de voir des hommes s'engager pour l'abolition de la domination masculine, c'est-à-dire en vue de l'abolition de leurs privilèges, l'un des intérêts de son étude, c'est de poser la question et de proposer des pistes pour sortir, en tout cas pour questionner la part que les hommes peuvent prendre à l'abolition de la domination masculine, voire l'abolition du genre.
Voilà, c'est un petit peu écourté. Merci.